La pluie tambourinait doucement contre les immenses baies vitrées du manoir de Saint-Cloud, mais à l'intérieur, nulle chaleur ne régnait, seulement un silence pesant. Antoine Delacroix, magnate de l'immobilier connu dans toute la France pour son empire colossal, était assis seul dans son vaste salon. Vêtu d'une simple robe de chambre, il fixait la photographie de son jour de mariage. Son visage, jadis empreint de fierté et d'autorité, était désormais marqué par la confusion. Quelque chose sonnait faux. Il avait la fortune. Il avait le succès. Il avait une famille. Alors pourquoi tout semblait-il si artificiel? Son épouse, Isabelle, ne lui souriait que lorsqu'il lui offrait une nouvelle parure de la place Vendôme. Sa fille, Chloé, ne l'appelait « papa » que lorsqu'elle avait besoin de fonds pour ses escapades à Dubaï ou Saint-Tropez. Quant à son fils, Théo, il lui adressait à peine la parole, sauf pour discuter des parts de l'entreprise. Mais ce soir-là, quelque chose était brisé. Antoine revenait tout juste de l'hôpital américain. Le médecin lui avait confirmé qu'il était en parfaite santé, mais au cours de la visite, il avait surpris une conversation qui avait anéanti son esprit. Dans le couloir, Isabelle riait au téléphone. Elle ignorait qu'il se trouvait juste derrière le rideau lorsqu'elle avait lâché « Si cet homme meurt maintenant, je jure que ma vraie vie commencera enfin. » Son cœur était serré. Il était resté figé, les jambes coupées. Il devait connaître la vérité. Plus tard dans la nuit, alors que l'orage grondait au-dessus de Paris, Antoine convoqua son chauffeur de confiance et vieil ami, Marcel. « Marcel, dit-il lentement, je veux que tu m'aides à simuler ma mort. » Les yeux de Marcel s'écarquillèrent. « Monsieur ?» Antoine se pencha en avant, le regard intense. « Je veux savoir qui est vraiment ma famille. Je veux savoir ils pleureront pour moi ou ils célébreront mon départ. » Marcel se gratta la tête, mal à l'aise. « Patron, ce n'est pas une mince affaire. »« Je sais, » répondit Antoine, la voix tremblante. « Mais je préfère mourir d'une fausse mort plutôt que de continuer à vivre une fausse vie. » Le lendemain matin, Antoine rendit visite à son médecin personnel, le docteur Laurent, qui lui avait sauvé la vie lors d'un infarctus des années auparavant. « J'ai besoin de votre aide pour monter ce scénario, » murmura Antoine. Le docteur le fixa longuement, puis hocha lentement la tête. « Les gens ne vous montrent leur vrai visage que lorsqu'ils pensent que vous ne les regardez plus. Et c'est ainsi que le plan fut mis en branle. » À la fin de la semaine, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le milliardaire Antoine Delacroix était mort. La cause? Un arrêt cardiaque foudroyant. Un enterrement privé fut programmé. La famille, les amis et les médias affichèrent leur deuil. Mais ce qui se passa à l'intérieur du manoir après l'annonce allait choquer quiconque avait une once de morale. 3 berlines noires étaient garées devant la résidence Delacroix le lendemain du prétendu décès. La maison était remplie d'invités vêtus de noir et de lunettes sombres. Les pleureuses arrivaient avec des voix basses et des visages longs, offrant des condoléances superficielles à la famille. Mais dans la suite parentale, derrière une porte verrouillée, une toute autre scène se jouait. Isabelle Delacroix, désormais veuve, se tenait devant son miroir, ajustant sa robe de soie noire et tamponnant de fausses larmes sous ses yeux. Elle ne pleurait pas, elle souriait. Elle appliqua un rouge à lèvres carmin en fredonnant doucement. Derrière elle, sa meilleure amie, Nathalie, elle observait avec suspicion. « Isabelle, dit-elle en croisant les bras, ton mari est mort hier. Pourquoi te prépares-tu comme si tu allais à un gala de charité ?» Isabelle pouffa et se retourna. « Non, ma chérie. Épargne-moi ça. Cet homme est mort bien avant arrêter de respirer. Sais-tu combien années J est perdu à être sa prisonnière dans cette cage dorée ?» Nathalie haussa un sourcil. « Mais tout de même quoi ?» Coupa Isabelle en riant doucement. « Je lui ai donné des enfants. Je lui ai donné ma jeunesse. Et que m'a-t-il donné? Une maison froide et une vie ennuyeuse. C'est ma fête de la libération, ma chère. Ce soir, je bois à ma nouvelle vie. » Au rez-de-chaussée, Chloé faisait défiler son écran de téléphone. Elle venait de publier une photo en noir et blanc de son père avec la légende « Repose en paix papa, à jamais dans nos cœurs ». Mais elle ne pleurait pas non plus. Théo était dans le bureau, déjà au téléphone avec l'avocat de la société. « Oui, disait-il calmement, les pieds sur le bureau en acajou. Je sais que le testament n'a pas encore été lu, mais soyons réalistes. Je suis le fils aîné. Nous savons tous à qui revient l'empire maintenant. » Pendant ce temps, dans une pièce discrète située dans une annexe de la propriété, Antoine était assis avec Marcel et le docteur Laurent, observant tout ce qui se passait via un flux de caméras cachées. Ses mains tremblaient légèrement en voyant Isabelle verser du vin rouge dans 2 verres. Elle un pour elle, l'autre pour... « Attendez, dit Antoine en plissant les yeux.
Qui est cet homme? La caméra montra Isabelle ouvrant la porte pour laisser entrer Pierre, le directeur financier de L Entreprise des Antoine. Un homme grand, beau parleur, qui attardait toujours trop longtemps lors des réunions du conseil des administrations. Pierre ronronna Isabelle en lui tendant un verre. Au nouveau départ. Pierre trinqua avec elle et rit. À la liberté, ma charmante veuve. Le cœur des Antoine se brisa. Sa femme célébrait avec un autre homme alors que le reste du monde le pleurait. Elle n'a même pas attendu une journée, chuchota-t-il. Marcel lui toucha doucement l'épaule. Patron, êtes-vous toujours sûr de vouloir continuer? Antoinesse essuya le visage une main tremblante. Oui, continuons à regarder. Je veux voir jusqu'où ils iront. Et il allèrent loin. Dès le matin, Chloé mit la Rolex vintage des Antoine en vente sur un site des enchères pour une fortune. Théo ordonna au chauffeur de commencer à préparer les documents pour la prise de contrôle de L Entreprise. Et Isabelle, elle appela l'avocat pour demander quand elle pourrait accéder au fonds de L Assurance Vie. Mais aucun eux ne savait. Le mort regardait. Le manoir était encore drapé de rubans noirs, mais à l'intérieur, l'obscurité N avait rien à voir avec le deuil. Cela ne faisait que 3 jours depuis la mort du milliardaire, pourtant les vivants dépeçaient déjà son empire comme des vautours autour d'une carcasse. Chloé se tenait dans l'escalier en talons hauts et chemisier de soie, le téléphone collé à l'oreille. Oui, j'y ai dit 10 000 €, lâcha-t-elle en levant les yeux au ciel. La montre est authentique, vintage, elle appartenait à mon défunt père. Est une pièce de collection et je veux le paiement intégral en crypto-monnaie. Elle se tourna vers la femme de chambre et claqua des doigts. Où est le sac de créateur que je t'ai dit apporter? Celui que papa a offert pour mes 18 ans? Je veux le mettre en vente ensuite. Pendant ce temps, dans le bureau privé, Théo était assis en face de Maître Rocher, avocat de la famille depuis toujours. Nous ne pouvons pas encore ouvrir le testament, dit l'avocat en ajustant ses lunettes. Votre père a clairement stipulé que il ne devait être lu que 30 jours après sa mort. Théo se pencha en avant, la voix glaciale. Mon père est mort. Entreprise ne peut pas attendre les instructions un fantôme. Je veux mon nom sur tous les comptes du conseil des administrations, maintenant. Maître Rocher soupira. Monsieur Théo, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas ainsi que fonctionnent les affaires juridiques. Le sourire de Théo disparut. Alors peut-être avons-nous besoin un nouvel avocat. De retour dans la pièce cachée, Antoine Delacroix restait figé, les yeux rivés sur l'écran. Il mange ma chair alors que je respire encore, murmura-t-il. Marcel hocha la tête un air sombre. La femme que vous aimiez, les enfants que vous avez élevés. De parfaits étrangers, chuchota Antoine. Je suis mort à l'instant où ils ont cessé de t'aimer. Mais la trahison n'était pas terminée. Ce soir-là, une Mercedes noire rutilante franchit les grilles du domaine. Le portail ouvrit en grand, plus large que jamais, pour laisser passer Pierre, le directeur financier et nouvel amant d'Isabelle. Elle l'accueillit sur le seuil, drapée dans un peignoir de soie, son parfum assez fort pour étouffer toute loyauté. Tu es magnifique, veuve de la Croix, sourit Pierre en entrant. Appelle-moi reine, répondit-elle en riant. Le roi est mort. Vive le nouveau règne. Ils installèrent à la table de la salle à manger, jadis réservée au dîner de famille, et discutèrent de sujets qui firent bouillir le sang d'Antoine à des kilomètres de là. J'y ai réfléchi, dit Isabelle en sirotant son vin rouge. Pourquoi ne pas changer le nom de Entreprise en Groupe Isabelle Global? Quelque chose qui reflète l'avenir, pas le passé. Pierre eut un petit rire. La mémoire de ton mari est même pas encore froide. Son cœur ne l'était pas non plus de son vivant, répliqua-t-elle. Il aime la donner une vie d'argent, mais aucune passion, aucun plaisir. Je ne lui dois aucune larme. À l'extérieur de la maison, la vieille Marthe, la gouvernante, était assise seule sous le grand chêne, tenant une bougie et priant à voix basse. Que le ciel punisse les langues perfides, murmurait-elle. Que les morts se lèvent quand les mensonges prennent racine. Dans la pièce cachée, Antoine essuya son visage. Je leur ai tout confié, dit-il. Mon cœur, mon empire, mon nom. Ils vous ont enterré vivant, monsieur, dit doucement Marcel. Que allez-vous faire? Antoine se redressa lentement, la voix calme mais lourde comme le tonnerre derrière les nuages. Je vais les hanter alors que je respire encore. Le soleil matinal perça à travers les nuages, jetant des rayons dorés sur le domaine de la Croix. Mais aucune chaleur ne pénétrait le manoir, seulement le froid de l'avidité qui épaississait comme une fumée. Isabelle entra dans le bureau de M. Dupuis, assureur de la famille.
Sa tenue entièrement noire épousait parfaitement ses formes, rehaussée par un sac à main de luxe et des boucles des oreilles en diamant. On n'aurait jamais deviné que son mari venait de mourir. « Madame Delacroix, dit-elle agent poliment. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Elle poussa un soupir répété maintes fois devant son miroir. Est au sujet de la police des assurances de mon défunt mari. Je suis ici pour déposer la réclamation. M. Dupuis fronça légèrement les sourcils. Déjà, les funérailles sont à peine terminées. Elle esquissa un faible sourire. La vie doit continuer, monsieur Dupuis. Nous avons des dettes et mes enfants ont besoin de stabilité. Agent ouvrit le dossier. Vous êtes inscrite comme unique bénéficiaire. 50 millions d'euros, non imposables. Les yeux des Isabelle brillèrent comme ceux des un voleur dans la nuit. Quand cela pourra-t-il être traité? Dans 3 semaines, dit-il. Protocol de Verification Standard. Elle força un sourire. Très bien, j'y attendrai. Ne me faites juste pas patienter plus que nécessaire. Mais à elle insu de tous, une minuscule caméra installée par Antoine des semaines auparavant capturait chaque mot. De retour dans sa cachette, Antoine fixait les images, les lèvres serrées. Donc, ma mort vaut 50 millions pour elle. Marcel se pencha en avant. Patron, Hélène a jamais été votre femme, juste un vautour bien habillé. Ce soir-là, Chloé organisait un dîner privé avec ses amis influenceurs. Les bougies vacillaient sur la table en marbre et les rires résonnaient dans la maison. Je vous jure, dit Chloé en buvant son champagne. La mort de cet homme est la meilleure chose qui me soit arrivée. Son amie Octa. Chloé. Elle gloussa. Je suis sérieuse. Je vivais dans une cage avant. Pas de sortie tardive, pas de voyage à Saint-Barth. Maintenant, je fais ce que je veux. Et l'argent? Chuchota son ami. À foison, ricana Chloé. Papa a laissé tellement derrière lui. Est comme gagner au loto. Et le testament n'a même pas encore été lu. Mais quelque chose d'inattendu se produisit cette nuit-là. Alors que Chloé ouvrait le vieux bureau de son père pour prendre un selfie, portant sa montre bracelet et assise dans son fauteuil en cuir, elle renversa un tiroir secret. Un petit dictaphone noir enroula. Confuse, elle le ramassa et appuya sur lecture. Ici Antoine Delacroix. Si vous écoutez ceci, je ne suis pas mort. Je vous observe. Et tout ce que vous avez fait, est enregistré. Chloé se fija. Sa main trembla. Son visage se vida de toute couleur. Dans la planque, Antoine sourit sombrement. Que la peur commence. Le lendemain matin, Chloé se précipita dans la chambre de sa mère. « Maman » cria-t-elle. « On a un problème. » Isabelle appliquait son rouge à lèvres. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Chloé jeta, enregistreur sur le lit. « Papa n'est pas mort. Il est vivant. Il nous teste. » Isabelle le prit, appuya sur lecture et écouta. Sa main se serra autour de appareil. « Non, murmura-t-elle. C'est impossible. » Juste à ce moment, son téléphone vibra. Un numéro masqué. « Allô, Madame Delacroix. Je crois que vous essayez d'accéder à l'assurance vie de votre mari. Une suspension a été placée sur le dossier par M. Antoine Delacroix lui-même. » Isabelle laissa tomber le téléphone. Chloé Suffolkois. Théo accourut depuis le couloir. Qu'est-ce qui se passe? Les lèvres d'Isabelle tremblèrent. Il est vivant. Le salon du manoir Delacroix était bondé ce dimanche après-midi. Amis, parents, notables et voisins étaient réunis pour une veillée de prière. Des bougies alignées le long des murs éclairaient un grand portrait d'Antoine, posé sur une table drapée de blanc avec un ruban géant, parti trop tôt. Une douce musique classique jouait en fond tandis que les gens chuchotaient et hochaient la tête solennellement. Isabelle se tenait au premier rang, vêtue comme une sainte dans sa dentelle noire, tamponnant délicatement ses yeux avec un mouchoir blanc. Chloé portait des lunettes de soleil surdimensionnées et mâchait un chewing-gum. Théo faisait les 100 pas près de la fenêtre, faisant semblant de recevoir des appels importants. Un prêtresse éclaircit la voix et leva une Bible. Commençons ce service en nous remémorant la vie de notre frère bien-aimé, Antoine. Soudain, la porte des entrées grinça. Un coup de vent traversa la pièce, faisant vaciller les flammes des bougies. Tout le monde se retourna. Debout dans l'encadrement de la porte se tenait un homme en tenue décontractée immaculée, calme, grand, vivant. Était Antoine. Des halètements remplirent la pièce. Des chaises raclèrent le sol. Un cria. Une vieille dame évanouit instantanément. Chloé laissa tomber son verre. La main d'Isabelle commença à trembler.
Théo recula lentement comme s'il avait vu un spectre. « Mon Dieu !» cria quelqu'un. « Est-ce le mort ?»« C'est un miracle. » chuchota un autre. Antoine entra lentement, ses pas résonnant sur le sol en marbre. Il regarda autour de la pièce, le visage impassible, les yeux perçants. « Bonsoir, dit-il. J'ai entendu dire que vous priez pour mon âme. » Personne ne bougea. Isabelle tomba à genoux. « Antoine, c'est réel ?» Tu es vivant? Ilès approcha. Vivant et déçu. Chloé bégaya. « Mais nous avons vu ton cercueil. » Il était vide, répondit-il froidement. Tout comme la loyauté dans cette maison. Le prêtre laissa échapper sa Bible, qui tomba lourdement sur le sol. « Mon Dieu, c'est un miracle. » exclama-t-il. Antoine se tourna vers les invités, son regard balayant assemblée stupéfaite. « Merci à tous d'être venus, dit-il une voix calme mais tranchante. Mais je n'ai pas besoin de vos prières. J'ai besoin de réponses. » Il pivota lentement pour faire face à son épouse. « Dis-moi, Isabelle, pourquoi planifiais-tu des soirées avec Pierre le soir même de ma mort ?» Les lèvres d'Isabelle tremblèrent, incapables de former une phrase cohérente. « Ce n'est pas ce que tu crois. »« Ah vraiment ?» Antoine sortit une petite télécommande de sa poche et appuya sur un bouton. Un projecteur dissimulé dans le plafond activa, projetant une image sur le mur blanc du salon. Les séquences filmées commencèrent à défiler. Isabelle riant aux éclats avec Pierre, verre de vin à la main, Chloé vendant ses montres de collection en ligne. Théo discutant froidement de la prise de contrôle de l'entreprise. La stupeur se propagea dans la pièce comme une onde de choc. Un silence de mort installa. Antoine se tourna de nouveau vers la foule. « Voici ma famille. » Chloé arracha ses lunettes de soleil, les yeux écarquillés par la panique. « Papa, s'il te plaît. » Il leva une main pour interrompre. « Épargne-moi tes excuses. Je t'ai donné la vie, et tu as essayé d'encaisser la mienne. » Théo avança, tentant de reprendre contenance. « Écoute, c'était une erreur, un malentendu. » La voix d'Antoine tonna soudain, brisant le calme apparent. « Une erreur ? Tu as falsifié des documents. Vous vouliez enterrer plus vite que je ne pouvais pourrir. » Isabelle poussa un cri déchirant. « J'y étais blessé. Je croyais t'avoir perdu. Tu ne m'as jamais eu. » Claqua-t-il. « Tu étais trop occupé à courir après mon remplaçant. » Il fit face à l'assemblée, redressant sa stature. « À tout ce présent ici, voilà pourquoi j'ai simulé ma mort. Pour exposer la vérité. » Le silence épaissit encore. Puis, il lâcha sa dernière bombe. « J'ai changé mon testament. À partir d'aujourd'hui, mon héritage revient à la seule personne qui est restée à mes côtés sans rien demander. Le petit-fils de Marthe, Lucas. Il est mon héritier légal. » Une nouvelle vague de murmures et de cris étouffés parcourut la salle. Chloé évanouie pour de bon. Théo hurla un « quoi ?» incrédule. Isabelle effondra en larmes sur le tapis persan. Mais Antoine leur tourna le dos et franchit la porte aussi calmement qu'il était entré. Cette fois, non pas comme un fantôme, mais comme un homme ressuscité par le feu de la vérité. Le lendemain du retour fracassant d'Antoine, le manoir de la Croix était plus silencieux qu'une cathédrale abandonnée. Plus de personnel, plus d'invités, plus de rires légers dans la cuisine. Juste le silence. Isabelle était assise seule dans la salle à manger autrefois grandiose, fixant un regard vide sa tasse de thé intouchée. Son maquillage de la veille avait coulé sous ses yeux, et sa coiffure impeccable était plus qu'un souvenir. Elle n'avait pas dormi. Elle ne pouvait pas dormir. L'écho des derniers mots d'Antoine la hantait, « Tu ne m'as jamais eu. Tu étais trop occupé à courir après mon remplaçant. » En une nuit, elle était passée de épouse d'un milliardaire respecté à une fraude publiquement disgraciée. Soudain, le bruit d'un moteur de camion la tira de ses pensées. Elle se précipita vers la porte-fenêtre juste à temps pour voir un camion de déménagement se garer dans l'allée. Sur le flanc du véhicule, on pouvait lire « Saisie et expulsion, mandaté par la cour ». Un homme en uniforme en descendit, des papiers à la main. « Êtes-vous madame Isabelle de la Croix ?»« Oui, répondit-elle d'une voix éteinte. « Vous avez 2 heures pour faire vos valises. Cette maison appartient désormais légalement à monsieur Lucas Morel. » Les jambes d'Isabelle se dérobèrent. Elle agrippa au montant de la porte pour ne pas tomber. Non, c'est une erreur. Cela ne peut pas arriver. Mais ça arrivait. À l'étage, Chloé pleurait dans sa chambre, le visage ravagé par les larmes noires de son mascara. D'abord il fait semblant d'être mort, et maintenant il donne tout à ceux
Ce garçon de rien du tout. Hurla-t-elle. Comment papa a-t-il pu nous faire ça? Théo fit irruption dans la chambre, son téléphone à la main, le visage blême. Tous nos comptes sont gelés. Il a bloqué les cartes. Nous n'avons plus rien. La machoire de Chloé tomba. 2 months. Vérifie ton solde, cingla Théo. Elle consulta son application bancaire. Sold, 000 euro. À cet instant, 2 déménageurs entrèrent pour commencer à emporter les meubles. Et s'il vous plaît, ne touchez pas à ça. Supplia Chloé en accrochant à sa commode italienne. C'est tout ce qu'il me reste. Madame, dit-elle un des ouvriers sans émotion, nous ne faisons que notre travail. Pendant ce temps, dans une maison modeste en banlieue parisienne, Antoine se tenait aux côtés de Lucas. Était un jeune homme calme et respectueux, d'une vingtaine d'années, vêtu d'un pantalon propre et d'une chemise blanche simple. Monsieur, je ne comprends pas, dit Lucas doucement. Pourquoi moi? Antoine le regarda avec des yeux fatigués, mais un sourire bienveillant. Parce que tu es le seul à avoir donné de elle amour sans prix. Les yeux de Lucas embuèrent. Je ne faisais que cirer vos chaussures et tondre la pelouse. Et en faisant cela, répondit Antoine, tu as nettoyé mon âme. Il lui tendit une enveloppe marron. Voici acte de propriété du manoir. Et ceci. Il sortit un stylo noir de sa poche. C'est ton avenir. Signe, et je t'apprendrai à diriger Empire. La main de Lucas trembla lorsqu'il apposa sa signature. De retour à l'ancien manoir, Isabelle se tenait pieds nus dans allait gravillonner, ses valises de luxe empilées à côté des Elle regardait, impuissante, des étrangers emporter les derniers morceaux de la vie qu'elle avait jadis gouvernée. Chloé et Théo se tenaient derrière elle, vaincus, déshérités et déshonorés. Est alors qu'un SUV noir approcha lentement. La vitre arrière abaissa. Antoine était assis dans ombre, silencieux. Isabelle se précipita vers la voiture. Antoine, je en supplie. Il la regarda droit dans les yeux, sans ciller. Je aimé, dit-il. Tu aimes à enterrer avec ton avidité. Puis il remonta la vitre, et la voiture éloigna sans un bruit. Isabelle effondra sur les graviers et pour la première fois depuis l'annonce de sa mort, elle pleura vraiment. Lucas se tenait silencieusement devant entrée du manoir de la Croix, ce même endroit où il entrait autrefois par la porte de service pour livrer du bois ou nettoyer l'argenterie. Mais aujourd'hui, les immenses grilles en fer forgé ouvraient pour lui. Il avança lentement, vêtu un costume bleu marine coupé sur mesure pour occasion. Derrière lui, Antoine observait chaque pas avec une fierté tranquille. À partir aujourd'hui, dit Antoine, est ta maison. Mais souviens-toi, la richesse ne change pas qui tu es. Elle révèle qui tu as toujours été. Lucas hocha la tête. Oui, monsieur. À l'intérieur, le personnel restant se tenait en une ligne nerveuse. Chauffeur, femme de chambre, cuisinier. Certains étaient moqués de Lucas par le passé. Des autres le remarquaient à peine. Un des chauffeurs chuchota à la gouvernante en chef. Est lui qui va nous diriger maintenant? Le petit jardinier? La gouvernante lui jeta un regard noir. Silence. Le mort est revenu à la vie pour ce garçon. Cela veut dire quelque chose. Dans le grand hall, Maître Rocher arriva avec les derniers documents. Felicitations, Monsieur Morel. Tout est légalement à votre nom désormais. Propriété, part de entreprise, compte bancaire. Les mains de Lucas tremblaient légèrement alors qu'il prenait le dossier. Merci, maître. Mais, et si les gens m'acceptent pas? Vous n'avez pas besoin de leur acceptation, répondit avocat. Juste un but. Les mêmes personnes qui rient aujourd'hui applaudiront demain si vous dirigez avec cœur. Mais tout le monde n'applaudissait pas. Dans un hôtel bon marché en périphérie, Isabelle, dépouillée de tous ses titres, était assise avec Chloé et Théo, buvant de l'eau du robinet dans des gobelets en plastique. Je n'arrive toujours pas à y croire, marmonna Chloé. Ce garçon, ce petit paysan. Théo frappa du poing sur la table branlante. C'est de la folie. Il n'a pas de diplôme. Il n'a aucune classe. Le visage d'Isabelle assombri, une lueur malveillante traversant ses yeux. Il ne mérite pas notre vie. Et si Antoine pense que c'est fini, il se trompe lourdement. De retour au manoir, Lucas déambulait lentement à travers les pièces immenses. Chaque espace murmurait des souvenirs, certains lumineux, autres lourds de trahison. Il arrêta devant la longue table de la salle à manger et prit place dans le vieux fauteuil en cuir d'Antoine. Le siège craqua doucement sous son poids, comme pour l'accueillir. Sa grand-mère,
Marthe, entra dans la pièce, les yeux brillants de larmes contenues. J. ai usé mes genoux à frotter ce parquet, chuchota-t-elle, la voix tremblante. Lucas se leva et prit ses mains calleuses dans les siennes. Maintenant, tu y marcheras comme une reine, grand-mère. Depuis le balcon en mezzanine, Antoine observait la scène, un sourire discret aux lèvres. Cependant, en ville, la rumeur enflait. Certains membres du conseil des administrations du groupe de la Croix-S étaient réunis pour une séance de crise officieuse. Ce garçon de rien du tout ne peut pas nous diriger. S. insurgea elle un des eux. Nous avons bâti cet empire avec de telles expériences, pas avec de la charité. Ce haine n'est qu'une phase, rétorqua un autre avec mépris. Attendons qu'il échoue. Il ne tiendra pas une semaine. Mais Antoine avait anticipé cette rébellion. Il avait envoyé un message clair au conseil. Lucas présiderait la prochaine réunion et il parlerait. Si un seul homme tentait de d'en empêcher, il serait libre de partir, définitivement. L'épreuve de Lucas N. était pas terminée. Il échouait, l'empire effondrerait. Il réussissait, il deviendrait le PDG le plus inattendu de l'histoire du business français. La salle du conseil de la Tour de la Croix était tranchante, silencieuse et froide, semblable à l'intérieur d'un coffre-fort. Son immense table en marbre noir était polie à l'extrême. 12 chaises l'entouraient, habituellement occupées par des hommes qui portaient des costumes de luxe depuis plus longtemps que Lucas ne savait lire. Aujourd'hui, ces hommes étaient assis, rigides, murmurant entre eux. À la tête de la table, vêtu un costume bleu nuit taillé sur mesure dans la nuit par le tailleur personnel des Antoine, se tenait Lucas. Il paraissait calme, mais son cœur battait à tout rompre. Le directeur de la logistique, M. Mercier, éclaircit la gorge. Monsieur Morel, commença-t-il avec un sourire faux. Ce n'est pas que nous ne respectons pas votre nomination surprise, mais vous devez admettre que diriger une multinationale ne apprend pas en passant le balai ou en tondant des pelouses. Un rire étouffé parcourut la table. Lucas hocha lentement la tête. Vous avez raison, monsieur. Mais la loyauté ne apprend pas non plus dans les grandes écoles de commerce. J. ai observé comment cet empire a été construit, et J. ai aussi observé comment certains des entre vous planifiaient de le dépcer à la seconde où mon père a fermé les yeux. La pièce tomba dans un silence glacial. Monsieur Vallet, le directeur financier, se pencha en avant, agressif. Et que comptez-vous faire exactement avec nous, monsieur Morel? Lucas sortit un dossier épais et le posa sur le marbre. Le bruit résonna comme un coup de feu. Rapport des audits, détournement de fonds rétroactifs, accord secret avec la concurrence, énuméra-t-il calmement. Certains des entre vous ont cessé d'être loyaux bien avant mon arrivée. Des murmures scandalisés éclatèrent. Je ne suis pas venu ici pour jouer au roi, dit Lucas d'une voix ferme qui coupa court aux protestations. Je suis venu pour protéger l'héritage de mon père. Si vous travaillez avec moi, je vous honorerai. Si vous travaillez contre moi. Il marqua une pause, son regard balayant l'assemblée. Je vous licencierai sur le champ. Le silence devint si épais qu'on aurait pu entendre le papier respirer. Puis, à la stupeur générale, Antoine entra dans la salle. Il avançait lentement, avec assurance un lion inspectant sa tanière. Je suis toujours vivant, dit-il, ses yeux fixant chaque membre du conseil. Mais J. est fini de diriger. L'homme que vous voyez devant vous est mon choix et mon sang. Des halètements de surprise fusèrent. Oui, poursuivit Antoine. Lucas est mon fils. Né une erreur de ma jeunesse, peut-être, mais une erreur que je ne regretterai plus jamais. Les mains de Lucas tremblèrent. Il n'avait jamais entendu ces mots auparavant. Antoine le regarda droit dans les yeux. Tu as réussi l'épreuve. Maintenant, porte la couronne. Un par un, les membres du conseil se levèrent. Certains inclinèrent respectueusement, des autres hochèrent la tête à contre-cœur. Lucas avait gagné la salle. Mais loin de là, dans un bar mal éclairé des quartiers nord de Paris, Isabelle était assise en face un homme à l'allure dangereuse, caché derrière des lunettes noires. Il appelait Dimitri, un ex-détenu et pirate informatique de renom. Tu peux le faire? Chuchota Isabelle en faisant glisser une enveloppe épaisse sur la table collante. Dimitri, ouvrit discrètement et siffla des admirations. La moitié maintenant, la moitié quand c'est fait. Exactement, dit Isabelle froidement. Je veux que la réputation de Lucas soit détruite. Son nom, son visage, tout. Je veux qu'il retourne ramper dans sa misère, couvert de honte. Dimitri sourit, dévoilant une dent ébréchée. N en dit pas plus. Quand J en aurait fini avec lui, il regrettera de ne pas être resté pauvre. La guerre finale venait de commencer.
2 semaines après sa victoire au conseil des administrations, Lucas S. était installé dans sa nouvelle vie. Le manoir fonctionnait à merveille. Le personnel le respectait. Antoine, bien que toujours en retrait, elle observait avec fierté. En ville, on commençait à parler de ce nouveau genre de PDG, jeune, humble, mais impitoyable avec la corruption. Mais loin des regards, dans l'arrière-boutique un cybercafé sombre de banlieue, Dimitri était au travail. Plusieurs ordinateurs portables ronronnaient, des canettes de boissons énergisantes vides jonchaient le sol, et des lignes de code défilaient sur les écrans. Cybele, Lucas Morel Delacroix. Il pirata les anciens serveurs de l'entreprise, remplaça la photo de profil professionnel de Lucas par une image de lui en train de nettoyer des voitures, prise des années plus tôt. Il falsifia des courriels, fabriquant de toutes pièces une conversation où Lucas semblait exiger des pots de vin pour accorder un contrat public. Il diffusa ces éléments sur des blogs des actualités douteux mais viraux. Puis vint le coup de grâce, une vidéo manipulée. Un extrait un discours de Lucas parlant de reprendre le pouvoir, fut tordu et monté pour ressembler à une insulte raciste et méprisante envers ses employés. En moins de 24 heures, les réseaux sociaux embrasèrent. Diez faux PDG. Hashtag Virez Lucas. Diez corruption de la Croix. Internet explosa. Les chaînes des informations reprirent l'histoire en boucle. Lucas Morel sous le feu des accusations de corruption. Des manifestants commencèrent à se rassembler devant le siège du groupe de la Croix. À l'intérieur de la salle du conseil, les mêmes hommes qui avaient applaudi 2 semaines plus tôt criaient désormais au scandale. « Monsieur, nous devons le suspendre immédiatement. Cette affaire va détruire nos actions. » Un directeur frappa du poing sur la table. « Antoine, c'est exactement pour cela que nous disions qu'il n'était pas prêt. » Antoine restait silencieux alors que le tumulte montait. Puis il se tourna vers Lucas. « Parle. » Lucas se leva. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était stable. « Je n'ai pas écrit ces courriels. Je n'ai jamais pris de pot de vin. Et je n'ai jamais insulté personne. » Silence. J'y étais pauvre, oui. J'y étais un inconnu. Mais je n'ai jamais été un faussaire. Il se tourna vers un jeune technicien informatique qui se tenait près du projecteur. « Peux-tu tracer l'origine des fuites ?» Officier de sécurité informatique hocha la tête. « Nous avons essayé plus tôt, mais nous étions bloqués. Cependant, J avait installé un traceur préventif. Nous avons trouvé l'adresse IP. » Il cliqua sur une touche. Une carte afficha sur l'écran géant. Localisation. Un petit bar dans le 18e arrondissement. Propriétaire enregistré, une société écran liée à Isabelle Delacroix. Des hoquets de stupeur parcoururent la salle. Le visage d'Antoine se durcit. Isabelle. Lucas ferma les yeux un instant. Sa propre belle-mère, épouse de son père, était derrière cette attaque. Plus tard dans la nuit, de retour au manoir, Lucas était assis seul dans le jardin des hivers. Les lumières de la grande demeure scintillaient derrière lui, mais il se sentait glacé. Antoine approcha et posa une main paternelle sur son épaule. « Tu as géré cela comme un roi, dit-il. »« Je suis fatigué, murmura Lucas. »« Je sais. Mais les vrais chefs ne élèvent pas sous les applaudissements. Ils élèvent par le feu. » Lucas hocha lentement la tête. « Alors, laisse le feu brûler. » Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, le téléphone d'Isabelle sonna. « Allô ?» répondit-elle, la voix tremblante. La voix d'Antoine résonna, froide et claire. « Tu as écho. » Elle se figea, le sang se retirant de son visage. « Je t'avais prévenu une fois, poursuivit-il. Maintenant, c'est fini. Juridiquement, socialement, publiquement, tu n'existes plus dans notre histoire. » Clic. La ligne fut coupée. Isabelle fixa son téléphone, hébétée. Pour la première fois de sa vie, aucun plan machiavélique ne lui vint à l'esprit. Juste la peur, brute et paralysante. Le jour de la conférence de presse arriva. L'auditorium du groupe de la Croix était bondé de journalistes, des investisseurs et des employés. Tous attendaient de savoir si le jeune PDG allait démissionner ou contre-attaquer. Les flashs crépitaient. Les réseaux sociaux diffusaient l'événement en direct. Le bandeau des chaînes des infos affichait « Le PDG scandaleux adresse à la nation ». Lucas monta sur scène, vêtu d'une simple chemise noire, sans cravate ni chaussures de créateur. Juste la vérité dans le regard. Il se plaça derrière le pupitre. La salle se tut. Il prit une profonde inspiration. « Je suis né dans une cité dortoir,
dans un 2 pièces humide en banlieue. Ma mère faisait des ménages jour et nuit pour nous nourrir. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Il marqua une pause, le regard balayant la foule. Mon premier travail au sein de la famille de la Croix a été de cirer des chaussures. J'y étais invisible. J'y étais moqué. Mais j'y ai appris. J'y ai écouté. Et je suis resté loyal. L'auditoire se pencha en avant, captivé. Alors, quand les mensonges ont commencé à se répandre à mon sujet, des courriels que je n'ai jamais écrits, des mots que je n'ai jamais prononcés, je n'ai pas été surpris. On a déjà menti sur moi par le passé. Ce qui m'a surpris, c'est et qui se cachait derrière. Il se tourna et fit un signe de tête à un membre de son équipe technique. L'écran géant derrière lui illumina. Une vidéo des investigations complètes commença à jouer, traçant les documents falsifiés et les montages vidéo jusqu'à la société écran des Isabelle. On y voyait Dimitri accepter le paiement. On y voyait les images brutes et non montées du discours de Lucas, rétablissant la vérité. Des exclamations de choc remplirent la salle. Et maintenant, dit Lucas d'une voix forte, laissons la vérité parler plus fort que le bruit. Un autre écran diffusa un clip enregistré par Antoine quelques heures plus tôt. J'y ai bâti cet empire de mes mains, disait Antoine à la caméra, le visage grave. Mais ma famille a trahi. Une seule personne est restée à mes côtés, non pour elle argent, mais par affection. Je le nomme mon fils. Pas seulement par testament, mais par le cœur. Il n'est pas une erreur. Il est mon héritage. L'écran éteignit en fondu au noir. La salle explosa en applaudissements. Certains avaient les larmes aux yeux. Les journalistes bondirent de leur siège. Les tweets inondaient la toile, dièse la vérité gagne. Dièse du cirage au PDG. Dièse le nouveau héros. Antoine de la Croix reconnaît son fils secret et lui remet l'empire. Dehors, une foulesse était rassemblée, acclamant, chantant son nom, Lucas. Lucas. Plus tard cette nuit-là, Lucas se tenait sur le balcon du manoir. En contrebas, les lumières de la ville scintillaient, cette même ville que il traversait autrefois à pied, usé par la fatigue. Antoine le rejoignit, un sourire de fierté aux lèvres. « Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire, dit-il doucement. Tu as tout gagné sans te perdre toi-même. » Lucas se tourna lentement vers lui. « Mais j'y ai quand même perdu des gens. Votre femme, vos enfants. Ils me haïssent. » Antoine hocha la tête avec sagesse. « Alors laisse-les faire. Certaines couronnes sont forgées dans la perte. » Un silence apaisant tomba entre eux. « Reviendront-ils un jour ?» demanda Lucas. La voix des Antoine était ferme. « Ceux qui sont faits pour être dans ta vie te trouveront. Le reste, ce sont des chapitres que tu as déjà lus. » Le vent souffla doucement dans les arbres du parc. Dans un hôtel miteux à l'autre bout de Paris, Isabelle regardait la conférence de presse sur l'écran fissuré de son téléphone. Assise au bord d'un matelas taché, seule, oubliée, impuissante, elle jeta l'appareil à travers la pièce et hurla dans la nuit vide. Mais personne ne répondit. De retour au manoir, Lucas se tenait droit sous les étoiles. Le pauvre garçon que ils avaient jadis insulté était désormais le roi que il ne pourrait plus jamais atteindre.